Monsieur Aguerre, bonjour. Bonjour. Merci d'être parmi nous à Mon Bébé TV. Vous êtes psychanalyste à Paris. Vous exercez depuis 25 ans. Déjà. Et vous êtes, entre autres, directeur de collection aux éditions RS. Collection Point en ligne. Point en ligne. Et maintenant, on va en venir aux questions plus spécifiques à notre site, donc à Mon Bébé TV. Oui. Et donc, on va voir ensemble, si vous voulez bien, excusez-moi, dans quelle mesure la psychanalyse peut apporter des choses donc aux troubles qui peuvent se présenter lors de l'arrivée d'un bébé dans un couple. Il arrive donc, par exemple, je vais vous demander si c'est un bon exemple, si ce sont deux bons exemples, que l'arrivée d'un bébé provoque des pertes de désir, par exemple, que l'arrivée d'un bébé puisse être un tel bouleversement qu'il suscite des symptômes dépressifs. En dehors de la dépression post-natale, qui est assez connue, mais qu'une dépression s'installe à cause des changements induits par l'arrivée de bébé. Est-ce que ce type en fait de situation nécessite, si c'est le mot, d'aller voir un analyste? Bien. L'arrivée d'un premier enfant, essentiellement le premier, est un moment de réécriture totale de l'existence chez un sujet. Le moment où une femme devient mère, ou un homme devient père, est un moment charnière dans son histoire. Ça va se jouer à ce moment tout ce qui n'a pas pu se jouer dans l'histoire du sujet avec sa propre mère, avec son propre père. Et effectivement, ce sont des moments très sensibles. Moi, je tiens à dire que l'analyse n'est jamais une obligation, n'est jamais une nécessité. C'est quelque chose qui peut permettre à un individu d'accéder à un savoir qui lui est insu et qui l'empêche de progresser, qui l'empêche de vivre, qui lui rend la vie insupportable. Ce n'est jamais une nécessité, ça veut dire que de toute manière le choix appartient au sujet. Tout à fait. Tout à fait. L'analyse est rarement quelque chose, n'est jamais quelque chose où l'on vient avec une indication. Il m'arrive de recevoir des personnes pour qui un médecin a conseillé une analyse. Le premier travail, qui est dans les entretiens préliminaires, qui vont durer le nombre de séances que choisira la personne, est de savoir est-ce que c'est bien son désir à elle. Est-ce qu'elle veut vraiment entreprendre cette aventure? L'analyse, c'est une grande aventure. C'est une grande aventure parce qu'il s'agit de refaire sa propre histoire, de réécrire son histoire. Alors bien sûr, l'arrivée d'un enfant actualise tout ce qui n'a pas pu s'actualiser avant. Et c'est un moment où une foule de choses se bousculent dans l'inconscient, une foule de symptômes apparaissent, qui ont été certainement pressentis par le sujet, mais qui n'ont jamais eu l'occasion de se révéler. On peut observer, effectivement, vous parlez de symptômes chez les futurs mères ou chez les futurs pères, ils sont très fréquents. J'ai observé des pères qui connaissaient, qui ont vécu les douleurs pendant que leur femme était enceinte, qui ont vécu les douleurs de l'accouchement. J'ai entendu parler de ça. Tout à fait, au moment, avant même de savoir que leur femme était enceinte, j'ai vu des gens comme ça, des gens que je suivais par ailleurs en analyse, me dire qu'ils avaient appelé le médecin parce qu'ils s'étaient réveillés le matin avec des douleurs au ventre absolument insupportables. Des nausées. Absolument, des nausées et tout, et qui avaient tout à fait le symptôme. Alors c'est extraordinaire parce qu'ils apprennent la semaine suivante que ça y est, un enfant dont ils avaient parlé avec leur femme va venir. C'est un cas assez extraordinaire. Mais vous savez, non pas extraordinaire, c'est courant. Ah bon? C'est très courant. Et
Ça arrive de façon très différente chez l'homme et chez la femme. La femme a davantage un savoir de son corps, un savoir sur son corps que n'a pas l'homme. La femme peut davantage faire passer par le langage qui lui est propre, interne, qu'elle ne verbalise pas forcément, qu'elle pense. Pour penser, il faut avoir du langage. Alors que l'homme peut sentir dans son corps des choses qu'il n'arrive pas à dire au moment justement où apparaît le premier bébé. Le premier, il y a aussi des symptômes des fois très massifs pour un second, pour un troisième, mais le passage de la position de non-père, non-mère à la position de père et de mère est le moment le plus charnière, le plus fondamental dans la vie d'un individu. Alors, on peut dire que ça peut être l'occasion pour un sujet de débuter une analyse. L'occasion, à savoir que depuis certainement pas mal de temps, un travail a commencé dans l'esprit de l'homme ou de la femme à se mettre en route, un travail qui n'est pas encore passé par la verbalisation. Au moment où un enfant va venir, tout ce qui n'a pas été résolu dans l'histoire familiale devient présent. Et ça devient peut-être même une urgence à ce moment-là. Une urgence de se demander ce qu'a été le désir de ses parents sur soi-même. Essentiel d'avoir une idée de ce qu'a pu être le désir de ses parents pour peut-être éviter à l'enfant d'avoir à supporter cet héritage impossible. C'est le phénomène de projection, en fait, ce que les parents veulent faire de leur enfant, qui eux-mêmes en ont hérité de leurs parents. Tout à fait. De génération en génération, un désir se transmet, désir la plupart du temps insu du sujet, et qui peut devenir de plus en plus obsédant. Et il est bien de pouvoir, justement, si on peut essayer de préserver un enfant de quelque chose. Oui, parce qu'en bout de chaîne, il y a l'enfant, voilà, qui subit ça, enfin qui peut subir ça. Et donc là, effectivement, dans ce type de situation, il faut être au clair avec le désir de ses propres parents pour ne pas transmettre à l'enfant un poids. Voilà. Alors on n'est jamais complètement clair, mais enfin d'essayer d'avancer dans cette question est quelque chose qui n'est pas inutile. Alors le désir des parents, qui leur est souvent insu, apparaît très souvent dans ce qu'ils vont nommer, dans le prénom, le ou les prénoms qu'ils vont donner à l'enfant, bien sûr. Alors on voit certains parents qui font des études étymologiques extrêmement poussées, et qui d'ailleurs parfois passent complètement à côté d'un sens ou d'une évidence qu'il pourrait y avoir dans ce prénom. Et justement, c'est dans ce choix de prénom que s'inscrit le désir des parents, que va porter l'enfant. Et en cela, justement, ce choix est tout à fait important. Et tous les nouveaux parents savent bien qu'il faut vraiment les 9 mois. Il faut vraiment les 9 mois pour pouvoir choisir ce prénom. On voit des livres actuellement où on peut choisir parmi je ne sais combien de milliers de prénoms. Il n'en reste pas moins que dans la sonorité, dans les étymologies quand elles sont connues, dans les personnes qui ont porté ce nom, s'inscrit quelque chose de l'enfant. Bon, on peut observer des cas qui sont devenus bateaux, bêtes presque, d'une personne qui va appeler une jeune fille Sylvie, alors que justement un premier enfant aura été mort-né. Sans se rendre compte que Sylvie, c'est si cet enfant vivait encore. Et par là même, l'enfant va être porteur, comme ça, d'un premier enfant qui serait venu avant lui, et va être porteur de la mort de cet enfant. C'est quand même lourd. Alors bon, il y a non plus, il ne faut pas dramatiser. Les enfants sont capables d'assumer beaucoup de choses. Mais il faut savoir que ça va être quelque chose qu'il aura à résoudre. Qu'il aura à résoudre un jour. Si on peut déjà l'avoir résolu un peu pour lui, c'est pas mal. L'exemple de Sylvie est devenu maintenant tellement banal que je connaissais. C'est du jeu de mots, mais c'est du rébut. C'est du rébut. Et comment marche le rébut?
d'une façon tout à fait simple, hein, ce désir que cet enfant ait vécu, s'il vit, s'il pouvait vivre, s'il avait vécu, que la sonorité trotte comme une rengaine à l'intérieur de l'esprit des parents, et comme ça, en choisissant le prénom, eh ben,